Et on commence cette émission avec l'édito d'Hervé Bonneau. Quelles sont ces aberrations écologiques dont tu veux nous parler, Hervé? Bonjour, eh bien, effectivement, on parle de la santé, de l'écologie, on pourrait parler de l'impact des canicules, de la famine, de l'accès à l'eau, et cetera, et tout est vrai. Et j'ai repéré, quelques éléments, qui ont un rapport avec la santé et que je trouve assez choquants. Mais c'est un peu pour lancer l'émission. 1re idée pour vous faire réagir, on dit, «Le sport, c'est bon pour la santé». Ça l'est, hein, incontestablement, c'est bon pour la santé physique et mentale et c'est exemplaire le sport. On a envie de ressembler à ce qui se passe. Mais est-ce qu'on peut reparler 2 secondes de la coupe du monde de foot au Qatar? C'était quand même étonnant de voir, ces stades, à ciel ouvert, entièrement climatisés, avec un aéroport qui a été énormément agrandi, avec des complexes hôteliers qui sont devenus inutiles depuis, qui ont été construits. C'est étonnant, étonnant, avec 260 vols par jour pour amener les spectateurs regarder une Coupe du Monde dans des stades climatisés à ciel ouvert. Alors on s'est dit, plus jamais ça, c'est pas possible. Est-ce que vous vous souvenez de les Jeux asiatiques d'hiver qui vont se passer en 2029? Ça va se passer où? En Arabie Saoudite. Donc le sport, c'est exemplaire, on nous montre le chemin. Donc on construit une mégapole de la taille de la Belgique qui s'appelle Neom, en plein milieu d'un désert où la neige ne tient pas. Et donc les Jeux d'Asie d'hiver auront lieu sur de la neige artificielle avec des patinoires en glace artificielle. C'est très exemplaire, je veux dire, je trouve ça hyper choquant d'un point de vue écologique. Mais bon, on a des champions du monde, visiblement. Autre idée, il faut limiter les voyages aériens. Je suis tout à fait d'accord, effectivement. Et d'ailleurs, à titre individuel, on essaye tous de faire attention. J'observe que certains laboratoires pharmaceutiques font la promotion de biosimilaires fabriqués par Samsung en Corée du Sud, vendus en France. C'est un peu étonnant, non? Je ne vois pas bien pourquoi ça serait un facteur de choix pour un médecin hospitalier de se dire que telle molécule est mieux fabriquée en Corée qu'à Clermont-Ferrand. Mais bon, j'ai lu un rapport sur le scandale de l'empreinte carbone des rapatriements sanitaires par Europe Assistance. Enfin, scandale, c'est vrai que ça coûte d'envoyer un avion pour récupérer une personne, et je conçois qu'effectivement, il y a un coût carbone à considérer. Mais je me rappelle de 2 trucs qui avaient un rapport avec la pandémie, c'est-à-dire que c'était hier, on a quand même fait voler pendant la pandémie des avions sans destination. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Les avions décollaient, faisaient le tour de la ville et se reposaient, avec des gens à bord, mais avec des règles de distanciation. Et pourquoi ils faisaient ça? Pour pas perdre leur créneau de décollage et d'atterrissage. C'est quand même d'une absurdité totale. Et on a fait après, encore mieux, toujours pendant la pandémie, des avions vides. Toujours la même idée, il fallait qu'ils décollent, qu'ils tournent, pour ne pas perdre leur truc. Donc on a eu des vols pour nulle part et des vols à vide. C'est quand même étonnant. Et après on dit, ah, faut éviter de prendre l'avion, il faut pas que les médecins aillent au congrès en avion. Certes. Et puis j'ai un 3e thème que j'aime bien, moi, c'est la lutte contre le tabagisme. Alors évidemment, l'écologie, le tabac, on voit bien. Je voudrais juste faire un petit point alors sur les mégots, parce que les mégots, c'est l'OMS qui le dit, on en a quand même 4,5 milliards par an de mégots qui se retrouvent en grande partie dans la mer. C'est pas terrible. Mais alors il y a mieux qui arrive, ce sont les mégots des cigarettes électroniques jetables qui viennent d'apparaître. Cigarettes électroniques au goût enfant, pour qu'ils commencent tôt à apprécier les vapeurs au goût coca, fruits et menthe. C'est assez formidable. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, mais c'est un vrai sujet, c'est que le nouveau président de Philip Morris déclare dans son compte LinkedIn qu'après ses études de médecine à Toulouse, il a travaillé pendant 28 ans dans l'industrie pharmaceutique. Je trouve que, j'espère qu'il était en charge des médicaments anticancéreux, ça serait une forme de logique dans son parcours. Mais voilà, je trouve qu'il y a des sujets comme ça un peu étonnants. Et puis, le dernier point, pareil, pour polémiquer un peu, c'est je suis d'accord sur le fait que la canicule, c'est pas bon pour les sujets âgés et qu'il faudrait peut-être climatiser les EHPAD. Là aussi, il y aurait une empreinte carbone, je l'entends, mais on pourrait dire oui, mais c'est la survie des personnes très âgées. Donc, je ne sais pas quelle est la réponse. Euh, et là aussi, quand on se dit ça, on se dit tiens, c'est quand même bizarre, au Qatar, les rues sont climatisées. Vous savez ça, au Qatar, les rues sont climatisées à ciel ouvert. Il fait 50 degrés quand même, c'est formidable. Alors vous dites, ouais, mais le Qatar, c'est loin, puis on a déjà parlé pour le foot. Ouais. Ben, en France, vous savez que les supermarchés, il y a des supermarchés qui ont des rayons frais sans porte pour climatiser l'ensemble du magasin. C'est quand même bien absurde aussi ça. Donc effectivement, ça climatise le supermarché, mais pas à moindre coût. Donc tout ça pour vous dire que ces quelques aberrations, et il y en a quelques autres, prouvent que l'écologie n'est pas encore tout à fait en bonne santé.
Merci Hervé. Donc Hervé vient d'évoquer plusieurs aberrations écologiques. Selon vous, quelles sont les principales erreurs dans la gestion des ressources et des pratiques écologiques au sein du secteur de la santé ? Alors, là, je trouve l'édito d'Hervé Bonneau très intéressant parce qu'il illustre bien un des axes de la gestion de cette transition écologique, de la lutte contre les émissions de CO2 liées à la santé, c'est-à-dire tout l'axe que j'appellerais conjoncturel de la vie courante dans la santé. Il y a 2 millions de personnes qui travaillent dans la santé, il y a 68 millions de Français qui sont concernés par la consommation de santé. Donc les comportements individuels et toutes les aberrations qui vont avec, évidemment, sont partie prenante de cette lutte et qui n'est donc pas véritablement dans la politique de santé. Quelle part est-ce qu'elle a dans ce qu'on met dans l'émission des CO2 dans la santé? Ça serait intéressant de le voir. Je vous prends un exemple qui n'a rien à voir, mais qui illustre ça, qui sont sur les arrêts de travail, les indemnités journalières. On sait qu'il y a un tiers lié à des facteurs conjoncturels, d'abus, de mauvaises prescriptions, et puis 2 tiers liés à des facteurs structurels, de vieillissement de la population, de montée en puissance des ALD, etc. Bon, donc ça illustre parfaitement, et c'est important qu'il faut le prendre. En revanche, il y a ces 2 tiers dont je parle de facteurs structurels qu'il faut considérer, dont les études montrent qu'on est à peu près une 50aine de millions d'équivalents de CO2 de gaz, et que 50% viendrait de la production et de la distribution de produits de santé, médicaments ou dispositifs médicaux, et une partie substantielle du transport utilisé dans la chose. Mais, et pour conclure sur cette introduction, moi ce qui m'importe, c'est comment est-ce qu'on fait le shift du modèle ancien, en cours encore, ultra consommateur de produits et services de santé qui ne se préoccupe pas du maintien en bonne santé, mais qui est centré sur le curatif, et plutôt l'hospitalier, c'est-à-dire le plus émetteur ou le plus grave à la fois pour le risque et pour l'émission. Où est-ce qu'on fait le shift vers un modèle de santé globale et de santé publique? Donc, quoi qu'il arrive, et c'est la bonne nouvelle, c'est que pour gérer toutes les transitions, je rappelle qu'il y en a 3 plus 1 avec la transition écologique, la transition démographique, la transition épidémiologique et la transition technologique, il faut faire le shift vers un nouveau modèle de santé globale, c'est-à-dire vers plus de sobriété en matière de consommation énergétique du système de santé. Hélène Baptiste, une petite réaction avant de passer au débat? Oui, effectivement, on a parlé de beaucoup d'aberrations qui existent. Il y en a aussi dans le système de santé. Et ça, Hélène, vous pourrez en parler mieux que moi, mais il y a une surprescription d'un certain nombre de médicaments. Par exemple, les inhibiteurs de pompes à protons, c'est assez documenté, ou les psychotropes pour les personnes âgées, on sait qu'il y a des aberrations. Et après, il y a aussi d'autres aberrations qui ne sont pas du système de santé, pour lesquelles des fois on ne peut pas faire grand-chose. Après, je tiens à rappeler que ce n'est pas une excuse pour ne pas agir, parce que chaque 10e de degré qu'on va réussir à obtenir peut compter dans un réchauffement climatique qui a des effets exponentiels. Oui. Oui, tout à fait. En tout cas, ce que tu as abordé, Hervé, c'était vraiment l'incohérence qu'il peut y avoir. Et cette incohérence, elle va être prise aussi par un bon nombre de personnes qui vont dire pourquoi moi je vais agir à mon niveau sur ma santé personnelle, alors même que justement il va se passer d'autres choses des fois à l'autre bout de la planète. Et puis moi ce que je vois aussi, c'est qu'il y a une histoire de temps qui passe qui n'est pas le même. Quand on va parler d'environnement et vous avez parlé de prévention, on est sur des temps qui sont très longs. Quand les personnes sont malades, justement un stade plutôt curatif, ce qu'elles vont vouloir, c'est une action rapide. Et déjà, on ne va pas parler du tout du même sujet. Donc s'investir sur un temps qui est long pour avoir des résultats qui va concerner certainement les générations futures n'est pas du tout du coup pris par les mêmes enjeux pour la personne, même au niveau de ses peurs, sur ce qu'elle va devoir mettre en place rapidement pour se soigner quand elle est déjà malade. Et ça, c'est ce qui fait que c'est toute la complexité du sujet. C'est agir sur le long terme tout en préservant en fait l'angoisse que la personne pourrait avoir quand elle a vraiment un examen à faire de manière assez immédiate. Ou là, pour le coup, lui dire « Attends, ça va être pas forcément écologique d'aller très loin pour voir un médecin. Tu pourras attendre 2-3 jours de plus pour aller à côté de chez toi. » Quand la personne n'est pas bien, on va la pousser dans ses retranchements, être vraiment un peu en mode survie. Et là, la partie environnementale, écologique, empreinte carbone, va être très très compliqué à aborder. D'où le fait que pour moi la prévention, l'éducation, la formation en amont va être vraiment peut-être le plus gros des leviers. Et être patient, malheureusement être très patient pour voir les résultats.
Mais le dernier point, je dis juste, Ouais. il est fondamental. C'est ce qu'on appelle la tragédie des horizons en économie, c'est-à-dire qu'il faut changer le point de mire du court vers le long terme. Sinon, vous ne pouvez pas vous lancer dans le moindre projet qui permet à la fois de restructurer le système, parce que je rappelle qu'il y a le débat, c'est est-ce que l'action sur le conjoncturel suffit, comme notre ministre de la transition écologique l'a cru au début de son mandat en 2022, il a dit « je vais faire de l'écologie du quotidien », et c'était un débat, hein, ça va nous permettre avant qu'ils s'aperçoivent que non, si on voulait faire la transition écologique, il faut changer les modes de production, les modes de consommation, donc il faut faire du structurel. En santé, c'est pareil. Et juste un point, c'est pas que la prévention, c'est un changement de paradigme en matière de gestion de stratégie de risque. Il faut agir le plus tôt possible avant et pas attendre que le risque soit exprimé. C'est vrai pour tous les risques sociaux. Allez, on passe au débat.